Au début, c'est sûr, c'est déroutant. On n'a pas l'habitude de ce genre de choses, mais ça devient quotidien, alors, comme tout, on s'habitue et on y prend goût. Moi, ce qui me manque le plus, vraiment, c'est de me sentir vraiment très propre. Et le retour en France, j'ai l'impression d'être revenu au Moyen-Âge, quoi. YouTube, on est de retour. Mon nom c'est Ronaldinho et je suis actuellement au Japon parce que je passe beaucoup de temps ici. Vous savez, ce pays où les couteaux ressemblent aux fourchettes. Je suis actuellement dans le quartier de Shibuya, très connu pour son passage piéton, sa vie nocturne et ses jeunes délurés. Mais c'est vraiment pas ma tasse de thé. Je suis ici pour vous parler d'un des deux mystères de la vie. Le premier, c'est qu'est-ce qui vient après le dernier flash? La mort, quoi. Et le second, pourquoi les toilettes japonaises sont aussi incroyables? Je vous le garantis, une fois qu'on connaît ça, difficile de l'oublier. Alors aujourd'hui, je vous offre une visite guidée gratuite. Direction les 17 toilettes publiques de Shibuya. Elles ont été construites pour les JO de Tokyo en 2020 par des huiles de l'architecture. Alors, ouvrez-vous une canette et profitez du voyage. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord, le capitaine Renard. Vous avez embarqué pour un vol à destination des 17 toilettes publiques de Tokyo. La durée estimée de notre voyage est d'une petite vingtaine de minutes et le personnel de bord et moi-même, nous tenons à votre disposition pour vous conter l'histoire de l'hygiène au Japon afin que vous passiez un agréable vol. Et oui YouTube, car si le prétexte originel de cette vidéo c'est bien une visite de latrine, laissez-moi vous parler plus généralement d'hygiène au Japon. Alors bien sûr des toilettes publiques, il y en a bien plus que 17 à l'échelle de Tokyo. C'est même d'ailleurs très appréciable de se balader et de jamais s'en faire en cas d'urgence. Mais ces cabinets d'aisance ont été construits à l'occasion des JO de Tokyo en 2020. Je me permets de te rappeler que Tokyo, c'est la plus grande ville du monde avec ses 14 millions d'habitants, mais en comptant son agglomération, c'est aussi la zone urbaine la plus densément peuplée au monde avec ses 41 millions d'habitants, et oui, rien que ça. Ces toilettes publiques ont donc été réalisées par des architectes et designers célèbres pour la plupart du pays. On y retrouve des grands noms de l'architecture, les plus connus étant sûrement Tadao Ando ou Shigeru Ban. Mais comme je n'ai aucune, mais alors aucune expertise en archi, je te laisserai juste quelques images des réalisations passées des gonzes, et à chaque fois, libre à toi de te renseigner sur l'œuvre ou l'auteur pour crâner en soirée. Alors je voudrais commencer notre petit exposé par cette image du Japon qu'on a, très propre, où pas un déchet ne traîne. Et c'est en partie vrai si on impute aux corbeaux qui fouillent dans les ordures ménagères les rares détritus qu'on trouve au sol, notamment à Tokyo. Je dis en partie parce qu'en se baladant dans les campagnes, un peu comme partout au final, les bords des routes ne sont pas épargnés et les ravins regorgent d'encombrants ou de frigos abandonnés. Mais c'est vrai qu'une ville comme Tokyo, malgré sa taille et sa densité, est vraiment très propre comparée à Paris ou à New York par exemple. Même les quartiers de vie nocturne comme Shinjuku, Shibuya ou Kabukicho sont nettoyés dardard au petit matin par des associations de quartier, conjointement aux éboueurs, de sorte à ne laisser que peu de traces des folies de la nuit passée. Alors, à quoi tout cela tient? Un peu d'histoire. Il y a une conception de l'espace public nippon intrinsèquement liée à la responsabilité individuelle, mais aussi à une culture héritée des deux religions majeures et influentes du pays, religions qui ne s'excluent pas l'une l'autre, comme on en a l'habitude ici en Occident, mais font partie intégrante de la vie des Japonais. Ces deux religions, c'est le bouddhisme, arrivé par la Chine et la Corée entre le 5 et le 6e siècle, et le shintoïsme, religion plus ancienne, native du pays. Cette culture religieuse prône un respect de la nature, de l'ordre en place, voulu, souhaité par les dieux,
que chaque chose connaisse son endroit et que le vide incarne la pureté, la propreté, laissant place à la sanité. Autrement dit, l'espace dans lequel s'inscrit un individu est l'image de son état psychique. Un logement sale et désordonné est l'image d'un laisser-aller et d'un désordre intérieur plus important, peu propice à la paix de l'esprit, l'écoute des kami, ces dieux japonais, des voix des esprits de la nature. Et si vous vous demandiez d'où venait le fait que l'esthétique minimaliste soit aussi présente en Chine ou au Japon, eh bien ça ne tient pas qu'à un manque de place dans l'habitat réduit, ou à une faute de goût, ou au fait qu'on ne veut pas que l'armoire de mamie nous tombe sur le pif au premier séisme. C'est aussi une histoire de dénuement souhaité. Moins je possède, moins je suis possédé, si je détourne la formule de Nietzsche, commandée par la religion. En d'autres termes, l'individu vit au milieu d'un dénuement souhaité pour se focaliser sur ce qui compterait vraiment. Dans le shintoïsme, la purification est une étape primordiale pour le croyant. S'il rentre dans un sanctuaire, il dirigera ses premiers pas vers une petite fontaine où il se lavera les mains avant de prier. L'idée de ce lavage, c'est la purification, l'unité de corps et d'esprit. Mais il faudra sans doute attendre l'arrivée du bouddhisme pour que le bain se creuse une place de choix dans l'hygiène des populations insulaires. Ce dernier en préconise de régulier afin de se prémunir des maladies et de se nettoyer corps et esprit, se détendre, méditer et se libérer de ses soucis. À ce titre, les temples accueillent les premiers bains chauds, notamment à destination des malades. On l'a vu, ces deux religions sont très anciennes, mais il faudra attendre 10 siècles, soit l'année 1591, pour voir le bain public se démocratiser largement. Nul doute avant ça que les paysans japonais n'avaient pas grand-chose à envier à nos bouseux à nous. Qu'est-ce que c'est chaud? Mais ils sont complètement marteaux. Non, s'ils changent, il y a les noyaux qui restent collés au fond. Avec ces bains publics qui se multiplient, on parle désormais de sento, un genre de sauna avec des baignoires peu profondes à différencier des onsen, qui sont eux aussi des bains, mais établis sur des sources thermales naturelles. Au cours du 19e siècle, le sento prend la forme qu'on lui connaît désormais, il s'installe dans tous les quartiers de l'archipel, et on en dénombre encore environ un peu moins de 5000, en plus des 22 000 onsen. Si aujourd'hui une ville comme Tokyo compte environ 500 bains publics, donc des sento pour ses 14 millions d'habitants, en 1960 on en trouvait 2600 pour ses 9,7 millions d'habitants. Cette baisse s'explique par la multiplication des salles de bain dans les foyers et un changement en conséquence d'habitude, bien que l'onsen garde une place importante dans la culture populaire et fait office de destination de choix pour bon nombre de Japonais. Aujourd'hui, l'accès à un de ces sento a un coût variant de 300 à 1000 yens, soit 1,70€ à 5,60€ au cours du yen de fin 2025, et sert toujours dans un premier lieu à se laver, puis à se relaxer dans des bains chauds de différentes températures. A noter que si les deux types d'établissements ont la nudité intégrale de leurs utilisateurs en commun, les sento sont divisés en deux par sexe, à la différence de certains onsen restant encore mixtes, ce qui, à nos mœurs d'Européens, peut être déroutant. Enfin, il me semble judicieux de rappeler que la plupart de ces établissements sont frileux, si ce n'est interdisent l'entrée des tatoués, car il est traditionnellement symbole d'appartenance à la mafia nippone, les Yakuza. Mais dire que les Nippons sont fans de bains, c'est vraiment un doux euphémisme. Même leurs singes se font bouillir comme des écrevisses. D'une manière générale, le paraître propre et soigné dans la société est perçu comme une vertu. Et une chose qui m'a beaucoup surpris ici, c'est la fréquence quasi quotidienne à laquelle les Japonais font tourner leur machine à laver et sentent le propre. Dernière chose concernant le bain, c'est une pratique répandue chez les employés qui rentrent du boulot que de se tremper le cul pour décompresser de leur journée harassante. Contrairement à l'Europe, le baigneur est par contre tenu de se récurer sous la douche avant de se plonger dans le bain chaud, de sorte à y entrer déjà lavé de toute impureté. Dans les familles, le même bain est ainsi coulé pour tout le monde et on vient s'y détendre grâce à un ingénieux système de maintien de la température. L'apprentissage de l'hygiène commence dès l'enfance, mais contrairement à nos éducations françaises, il est au Japon en grande partie relayé par le système scolaire. Par exemple, très peu d'écoles emploient du personnel de nettoyage. En effet, pourquoi embaucher un syndicaliste en puissance quand on dispose d'une centaine de jeunes non qualifiés et non rémunérés qui peuvent s'en charger? Non, sans blague, c'est justement en sensibilisant dès le plus jeune âge les élèves à la nécessité de la propreté de lieux communs et d'un environnement en ordre que cela se répercute dans les espaces et les étapes de leur vie.
On appelle ça le gakko soji, littéralement nettoyage de l'école, et par petits groupes, les élèves vont tour à tour chaque jour nettoyer les salles de classe, couloirs, cours et toilettes de l'école. Cette responsabilisation les place face au devoir de chacun de faire les gestes qui comptent pour s'assurer du bon entretien de l'espace de vie et respecter le travail de chacun. Avec le passage à la nouvelle année, l'école, mais pas que, se voit ainsi récurer de fond en comble lors du Osoji, le grand nettoyage. Cette pratique peut se retrouver dans tous les logis et même les magasins qui n'hésitent pas à vider leur stock afin de faire place nette à une nouvelle année sous de bonnes auspices. Les enseignants portent également un regard sur l'hygiène de leurs étudiants en les invitant à se laver les mains fréquemment et faire des gargarismes réguliers, chose dont je n'ai jamais pu témoigner, pour soigner leur hygiène buccale. Mais savez-vous ce qu'est un oshibori ? Il y a un art de la table au Japon qui allie accueil et hygiène. L'oshibori en est un parfait exemple. C'est une serviette humide, généralement chaude en hiver et froide en été, qu'on vous propose afin de vous laver les mains avant votre repas. Tradition vieille de plus d'un siècle, c'est ce qu'une cour offrait aux voyageurs pour éponger la fatigue de son voyage. Aujourd'hui encore, dans un restaurant typique ou centenaire, on vous proposera cette serviette qui peut aussi vous servir pendant le repas, car nombre de ces restaurants ne proposent pas d'essuie comme en France. Et même dans des restaurants de ramen ou des fast-food japonais, j'exclus les enseignes étrangères style McDonald's ou KFC, vous trouverez sous petit emballage plastique une lingette humide à côté de vos baguettes, faisant office d'oshibori. Un dernier point avant de passer aux chiottes, car c'est ce qui vous amène tous ici, j'en suis persuadé, je vais parler de la propreté de l'espace public nippon. On l'a vu, cela tient beaucoup à l'éducation, une sensibilisation dès l'enfance à l'importance des gestes de chacun et un respect de la nature héritée des influences religieuses. Un japonais lambda ne comprendrait pas pourquoi briser cet état de propreté profitable à tous et détesterait ne pas faire comme les autres et se retrouver sous le feu des projecteurs. Ainsi, on ne trouve jamais de poubelles dans les rues, mais vraiment jamais, outre quelques petits points chauds à touristes. Car la plupart du temps, les Japonais embarquent dans un petit sac leurs propres déchets pour s'en occuper le soir à la maison. Et pour ceux qui n'ont pas de maison, vous me direz ? Eh bien, il y a le Combini, cet endroit merveilleux dont on reparlera sûrement un jour, mi-supermarché multiservice ouvert jour et nuit 7 jours sur 7, milieu où vous pouvez retirer des sous, pisser ou réchauffer votre bouffe. On y trouve aussi des poubelles où on vient se délivrer avec reconnaissance de son paquet de chips vide ou de sa bouteille en plastique. Je finirai juste par ajouter une petite remarque, c'est que nombre de fois j'ai vu des gens visiblement à la retraite également nettoyer l'espace public, les parcs, les trottoirs, et alors qu'on s'imaginerait qu'il s'agit d'un emploi, et ben en fait pas du tout. Bénévolement, eux aussi prennent à leur charge la propreté d'un espace commun et retirent les feuilles, les mauvaises herbes, coupent certaines branches, etc. Chose proprement impensable dans nos contrées. Allez, on passe enfin au hot topic du jour, les toilettes japonaises. Nous revoilà les renards. Toutes ces chiottes m'ont creusé l'appétit. Alors, pour casser la graine et rester dans le thème, j'ai pensé vous présenter un authentique fast-food japonais. Quoi d'autre que sukiya pour manger sur le pouce. Pour ce genre de repas, on n'est pas sur de l'ultra raffiné. Les morceaux de bœuf sont tout de même assez gras. C'est pas les meilleures parties du bœuf que vous aurez dans votre bol. C'est cuisiné avec des oignons. Vous pouvez y rajouter un petit peu de gingembre rouge, comme ici. Ces restaurants font partie d'une sorte de chaîne, d'un genre complètement à part, qui sont les gyudon. Vous avez Yoshinoya, Matsuya, Sukiya qui propose donc le même type de recette avec des petites variantes selon la branche. Et on en trouve vraiment partout dans le Japon, c'est ultra plébiscité, notamment chez les gens qui travaillent, puisque c'est servi très rapidement, en 2 ou 3 minutes à peine, et que c'est très peu cher. Là, concrètement, mon plateau repas, je l'ai payé 870 yens, ça fait environ 4,80 € au taux de change du jour, et ça vous permet de manger assez bien, rapidement, plutôt équilibré quand même, puisqu'il y a une petite salade, une petite soupe, etc. Et en plus de boire du super bon thé froid, vraiment moi je l'adore. Et en illimité. Allez, je finis mon assiette et on se retrouve dehors. Il
Il y a pour tout individu un avant et un après toilette japonaise. Véritable épiphanie de l'ingéniosité dont peut faire preuve l'Homo sapiens sapiens déployé dans cette invention ici tellement banalisée, on peine cependant à comprendre si ce pays est en avance sur son temps, question chiotte, ou si les fabricants du reste du monde sont de fervents médiévistes, adeptes des goguenots ou autres chaises percées, si ce n'est exercent une fascination freudienne pour le trou dans le sol ou la latrine romaine. Comment en sommes-nous arrivés à ce retard béant sur le Japon ? Voilà une véritable question polémique et d'utilité publique. Souvenez-vous, un matin d'hiver, vous sortez de sous le duvet de plume, encore chaud de votre corps, pour aller allumer le poêle à bois. Bon, ok, allez, imaginons que ça soit le chauffage central qui se soit mis en route tout seul. Bourgeois que vous êtes. Votre premier geste, ce n'est pas une révérence au portrait de Micron accroché au-dessus du buffet de la salle à manger, mais une petite vidange en passant par les chiottes. Comme vous êtes un homme déconstruit, vous vous asseyez sur la lunette pour votre petit pissou, et là, horreur ! Celle-ci est glaciale, gelée et inconfortable. Eh ben, bienvenue en France. Cette réalité, vous la connaissez tout autant que moi, pays de désespérance et de ruine. Maintenant, imaginez les corbeaux coassent. Le soleil, cet enfoiré, s'est levé comme chaque matin à 5h30. Vous sortez de votre futon encore chaud, un petit mal de dos, pas plus de salut à l'empereur que de chauffage central, direction les WC, vous enfilez vos petites pantoufles spéciales toilettes parce qu'on veut pas mélanger les bactéries du dedans des WC avec celles du dehors des WC, et encore moins avec celles du dehors de la maison. Vous vous asseyez, et la lunette pourrait être froide, si vous n'étiez pas au Japon. Eh oui, lunette chauffante mon gars. Inconfortable, mais les Japonais ont tout un tas d'accessoires pour rendre l'assise plus princière qu'un siège qu'on appellerait enfin dignement trône. Marre de laisser sa trace qu'au fond de son slip. Option jet d'eau, puissance réglable pour rincer toute cette merde. Vous ne voulez pas qu'on vous entende vous débattre avec votre progéniture ? Mais on a même une touche pour jouer à MP3. Et n'oublions pas pour ces dames, le petit jet par devant personnalisé, bien entendu, réglable lui aussi. Bienvenue au Japon. Économie de papier à la clé, qui n'a jamais rêvé de faire d'un endroit où vous allez passer presque en moyenne 3 ans de votre vie, ou 4 à 7 jours par an, une safe place cosy et réconfortante. Ces toilettes que je vous ai décrites, on les appelle ici les washlets, et sont un dérivé du bidet apparu dans nos campagnes il y a bien des lunes. Invention de la marque Toto en 1980, ce n'est qu'après la Seconde Guerre que le WC que nous connaissons en Europe s'implante au Japon. Avant ça, ce sont une variante de toilette à la turque qui a le vent en poupe, mais pas seulement au Japon, dans toute l'Asie. Ce succès du washlet, on le comprend par sa transformation du lieu d'aisance en lieu confortable pour tous et toutes. La position d'équilibre de la toilette turque n'étant pas des plus faciles pour les personnes âgées, cette révolution s'inscrit dans un pays où, comme on l'a vu, l'hygiène personnelle a une importance cruciale et où le regard des autres pèse très lourd. De nombreux gadgets et options ont enrichi le washlet, comme des détecteurs de présence pour cuvettes à ouverture automatique, le désodorisant, la ventilation, gestion de la température du jet ou de la lunette, une commande vocale ou encore une analyse des mictions avec envoi des résultats au médecin traitant. Mais les fabricants du tiers-monde là... Vous êtes où ? En résumé, les toilettes japonaises sont géniales. L'essayer, c'est l'adopter, comme le dit la pub. Et outre le fait que le pays file un mauvais coton, atterrir à Charles de Gaulle et retrouver vos chiottes glacées, ça vous fait l'effet d'une douche froide et d'un douloureux retour au passé, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce pitch ? Qu'est-ce que c'est que ce pitch ? Je me permets pour terminer une petite parenthèse pour vous dire un petit mot sur le film Perfect Days, qui est le complément idéal à cette vidéo si le sujet vous a plu. Dirigé par l'immense réalisateur allemand Wim Wenders, déjà auteur d'un de mes films préférés, à savoir Paris, Texas, celui-ci nous emmène dans le quotidien d'un nettoyeur des toilettes que je vous ai présenté dans cette vidéo. On y retrouve un Tokyo à taille humaine, très humble, loin de l'action et de tous les fantasmes occidentaux, et un personnage central brillamment interprété par Koji Yakusho, qui incarnait notamment le personnage principal d'un autre film brillant, Cure, un thriller de 1997 signé Kiyoshi Kurosawa. Je vous recommande tout ça, même si on aura sans doute l'occasion de parler cinéma japonais une autre fois, et nous, on se retrouve fin février. Allez, à bientôt et merci. Je crois qu'on a réussi les renards. C'est ainsi que se termine cette première visite de Tokyo. J'espère que ça vous a plu et qu'on se reverra rapidement. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter, et à la prochaine.